le vivre ensemble, nous on le perçoit comme une finalité éducative bien entendu, et une finalité éducative qui doit structurer nos pratiques, structurer véritablement nos pratiques. Pour cela, on a posé trois principes éducatifs préalables. Le premier d'entre eux étant que le vivre ensemble en tant que finalité se construit obligatoirement pas à pas. Dire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de notre point de vue, la finalité, elle se construit quotidiennement, en structurant nos pratiques de l'intérieur. Elle ne se construit pas à la fin d'un cycle, elle ne se construit pas à la fin d'une séquence, elle ne se construit pas à la fin d'une scolarité. Pour que la finalité puisse être porteuse de valeurs éducatives, pour que les élèves puissent se transformer, puissent apprendre à vivre ensemble, il est nécessaire au quotidien, dans nos pratiques pédagogiques, de pouvoir avoir des objectifs qui permettent de rendre compte de cette finalité comme idéologie, comme visée éducative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, apprendre à vivre ensemble ne va pas de soi. Et c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on vit ensemble. C'est pas parce qu'on est ensemble sur un terrain qu'on se respecte les uns les autres et qu'on partage un certain nombre de valeurs éducatives. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le vivre ensemble, il est instable, il est précaire et il est nécessairement réactualisé au regard du contexte de classe, au regard des comportements d'élèves, au regard des attitudes qui pour certains moments, enfin du moins qui pour certains élèves, peuvent être bonnes et ensuite moins bonnes, du jour au lendemain, sans qu'on sache pourquoi. Et ça veut dire que le vivre ensemble, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Enfin, troisième point, de notre point de vue, il est absolument nécessaire pour pouvoir structurer le vivre ensemble, pour que le vivre ensemble puisse pénétrer nos pratiques de l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse identifier des étapes, des points de passage obligés, qu'on puisse clarifier sa structuration. Et clarifier sa structuration, c'est peut-être le didactiser pour envisager de viser différentes étapes à différents niveaux de la scolarité des élèves. Par la suite, on va vous proposer avec Guillaume une démarche d'enseignement pour des élèves qui sont débutants au handball. Et à partir de ça, on a structuré notre démarche en 3 étapes. La première d'entre elles, c'est une étape qui consiste à être ensemble, pour commencer. Être ensemble à travers un indicateur, un outil que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est le ratio d'efficacité collective. Et l'enjeu, c'est que les élèves soient capables de formaliser un projet de jeu en s'appuyant sur des éléments significatifs de l'efficacité collective. Et c'est toute la complexité, hein, on en parlera, Guillaume en parlera tout à l'heure, peut-être même un peu mieux que moi, mais toute la complexité des activités du champ d'apprentissage numéro 4, au sens où on sait que l'efficacité collective, on a, nous, enseignants, du mal à la mesurer, du mal à l'évaluer, enfin en tout cas, je parle en mon nom, mais du mal à la mesurer, du mal à l'évaluer. D'où la nécessité, de mon point de vue, de notre point de vue, de pouvoir construire des indicateurs simples, afin de mesurer l'efficacité collective, afin que ça ne soit pas une usine à gaz, mais en même temps qu'on puisse amener les élèves à réfléchir sur des choses concrètes. La deuxième étape, après avoir été ensemble, il s'agira de faire ensemble. Et faire ensemble, c'est être capable de porter un projet et c'est être capable de réaliser ce projet à plusieurs. Pour ça, il faudra, de notre point de vue, offrir à chacun la possibilité de pouvoir véritablement prendre part au projet de jeu collectif. Et en lien avec les constats professionnels qu'on a identifiés au préalable, on a vu qu'un certain nombre d'élèves dans les activités collectives avaient tendance à se comporter de façon trop individualiste, avaient tendance peut-être à exclure ou à marginaliser d'autres élèves. En conséquence, il est absolument indispensable que ces élèves marginalisés puissent être insérés dans le cadre d'un projet de jeu collectif. Et on va voir comment est-ce que, à travers un indicateur qui est le score de valorisation collectif, on est en mesure de peut-être, non pas résoudre les choses, mais proposer certaines pistes. Alors, il nous reste 10 minutes, j'ai réussi à en gratter 5, donc ça fait 15. La dernière étape, justement, on a choisi ce terme, agir ensemble. Alors, agir ensemble, pour nous, justement, par rapport à l'étape 2 que tu as développé, Teddy, hein, c'est justement impliquer réellement l'élève dans le collectif et ne pas être démagogique. Donc, certes, entrer par le projet de jeu collectif, mais ne pas oublier, justement, l'aspect et les comportements individuels, mais en tout cas les capacités individuelles de nos élèves. Pour les impliquer réellement, on a, encore une fois, essayé de trouver un indicateur simple pour justement relever la compétence de nos élèves au niveau de l'efficacité au tir. Mais pas uniquement une efficacité individuelle, mais également en tout cas une efficacité collective. Donc un tir au service du collectif. Donc on a essayé d'identifier les passages obligés des étapes qu'on vous présentera ensuite. L'enjeu pour cette étape, donc l'étape 3, selon nous, hein, c'est vraiment coupler ces deux critères, l'efficacité
collective, mais également individuelle. Et tenter d'une certaine manière de valoriser, valider des niveaux de compétences pour nos élèves, pour nos équipes, mais aussi pour nos élèves en tant qu'individus. On accélère. Alors, pour vous présenter brièvement l'étape 1 qui consiste à être ensemble. Déjà, 3 constats qu'on a repris parmi les constats qu'on a dressés. Une logique individualiste, des effets de leadership qui peuvent être négatifs et une performance collective qui est diluée à l'intérieur du collectif. D'où la nécessité de notre point de vue de clarifier ce qu'on entend par efficacité collective. Pour ça, on va quantifier les actions positives menées par les élèves et les actions négatives menées par les élèves. Et encore une fois, enseigner, c'est faire des choix. Et moi, quand j'ai ma classe, je ne me sens pas capable forcément de pouvoir observer un nombre infini d'indicateurs. En ce sens-là, je privilégie 2 indicateurs forts pour les actions positives, qui sont le tir en situation favorable de marque, et j'entends par là un élève qui est proche de la zone sans vis-à-vis en face de lui, capable de tirer, et l'accès à l'espace de jeu effectif offensif. Et le terrain est balisé de telle manière qu'il y ait des points de progression qui soient attribués aux élèves lorsqu'ils passent une certaine zone du terrain. Ça, ce sont les actions positives, parce qu'ils rendent compte de la capacité des élèves à s'organiser collectivement pour pouvoir attaquer la cible. Les actions négatives, avec mes élèves débutants, je les circonscris, premièrement, à perdre la balle. Et lorsque les élèves perdent la balle, c'est une action négative. Ce couplage entre action positive et action négative nous permet de pouvoir construire un ratio, le ratio d'efficacité collective, qui, à un moment donné, nous renseigne sur l'efficacité des élèves, sur l'efficacité collective des élèves. Et ce ratio, du point de vue de l'évaluation, on parlait tout à l'heure de l'évaluation en disant que la performance était relativement diluée, que c'était difficile à identifier, et bien ce ratio traduit l'évaluation en termes de notes. C'est-à-dire que à partir de l'échelle que vous avez sur le côté droit, là, vous avez accès à la note qui est attribuée aux élèves au regard du projet de jeu qu'ils ont construit et de l'efficacité collective dont ils ont fait preuve pendant les matchs. Alors, vous me direz, et vous aurez raison de me le dire, pourquoi est-ce que, à travers ce dispositif, j'évacue l'organisation collective défensive, ou du moins, où est-ce qu'elle est? Parce que je ne la prends pas en compte. Pourquoi? Déjà parce que, de mon point de vue, lorsque les élèves sont débutants dans l'activité, il y a un secteur offensif qui est plus faible que le secteur défensif. Et de mon point de vue, il est plus intéressant de renforcer le secteur offensif des élèves pour pouvoir optimiser leur capacité à faire des choix pertinents d'action à l'échelle du collectif que de renforcer la défense. Deuxièmement, je pense que de façon relativement indirecte, l'évolution du secteur offensif rend compte aussi de l'évolution du secteur défensif, ou du moins le secteur défensif est impacté par l'évolution du secteur offensif. Ce qui veut dire que sans travailler réellement et spécifiquement sur des indicateurs concrets concernant l'efficacité collective défensive, on amène les élèves à adopter des comportements qui sont peut-être un petit peu meilleurs du point de vue de la récupération de balles, du point de vue du replacement. Enfin, et là encore une fois, principe de réalité pédagogique, plus il y a de critères, plus c'est complexe, et de mon point de vue, il vaut mieux restreindre le nombre de critères pour observer des choses précises que de multiplier les indicateurs pour observer des choses peut-être plus aléatoires, à mon niveau en tout cas. Alors, on passe à la deuxième étape qui était le faire ensemble. Cette deuxième étape, elle est relativement simple. On n'a pas résolu, mais en tout cas, à travers le ratio d'efficacité collectif, il me semble que les élèves ont tendance à davantage raisonner en nous et moins en jeu, parce qu'ils sont concernés aussi par les indicateurs de jeu qui sont prélevés par les observateurs et qui rendent compte des statistiques de match. Il me semble que la performance collective, elle est moins abstraite, parce qu'elle peut être traduite à partir du ratio en termes de notes. Par contre, on a toujours des élèves qui peuvent avoir un rôle de leadership négatif et qui peuvent être amenés à marginaliser ou à exclure d'autres élèves moins habiles qu'eux. En ce sens-là, il nous semblait important de pouvoir bonifier le tir au regard du nombre d'élèves accédant au tir. C'est-à-dire que finalement, et vous le voyez, c'est le tableau qui est sur la gauche, le nombre de tireurs-marqueurs, et je reviendrai après sur la distinction entre tireurs et marqueurs, définit les points bonus qui sont attribués à l'équipe à la fin d'un match. Si au cours d'un match, il n'y a qu'un joueur qui a marqué, l'équipe marque 0 points bonus. Si au cours d'un match, il y a 2 joueurs qui ont marqué, l'équipe marque 2 points bonus qui viennent se capitaliser au score de la rencontre. Si au cours d'un match, il y a 3 joueurs, l'équipe marque 3 points bonus et ainsi de suite, conformément au tableau qui vous est présenté. Pourquoi ce dispositif? Eh bien parce que il me semble
qu'à travers ce dispositif, on peut permettre peut-être à des élèves qui soient moins talentueux d'avoir aussi la possibilité de s'exprimer, et notamment de s'exprimer dans un contexte qui est significatif de l'activité handball, qui est le tir. Parce qu'à travers ce dispositif, on peut amener les élèves à développer des comportements qui sont plus altruistes, liés à la nécessité de jouer avec l'autre pour pouvoir bonifier le score du match, et liés à la nécessité de peut-être quitter des habitudes de pratique trop individuelles ou trop individualistes. Alors, c'est la zone 30, là, petit bémol quand même. Donc là, c'est témoignage d'expérience. Attention, parce que moi j'ai des élèves qui, en faisant cela, des fois, arrivaient seuls devant la zone avec toute la défense 5 mètres derrière eux et qui attendaient. Donc, bien évidemment, ça pose problème du point de vue de l'efficacité collective, du point de vue de ce qu'il y a à construire en handball. Mais, tout dispositif a ses failles. Il me semble que c'est quand même un moyen pour pouvoir permettre aux élèves de jouer plus collectivement. Je reviens sur la distinction entre tireur et marqueur. Tireur ou marqueur, je vous ai mis un principe de réalité parce qu'il me semble qu'effectivement, il faut composer avec la réalité, avec ce qu'elle est. Et principe de réalité pédagogique au sens où quand j'ai des ressources nécessaires ou des élèves qui percutent peut-être un petit peu mieux concernant cette phase d'observation, alors je vais plutôt identifier le nombre de tireurs. A l'inverse, quand j'ai moins de ressources ou quand j'ai des élèves qui sont peut-être un petit peu moins percutants concernant ce que j'attends d'eux, je vais plutôt observer le nombre de marqueurs. Pourquoi observer plutôt les tireurs que les marqueurs? Ça, c'est important. Il me semble qu'aujourd'hui, l'accès au tir, il est véritablement révélateur de la capacité des élèves à s'organiser collectivement pour attaquer la cible. Et ça veut dire qu'à travers l'identification du nombre de tireurs, on peut globalement avoir une estimation de ce qui a été mis en place concernant les actions collectives de jeu pour pouvoir accéder à la cible adverse. A l'inverse, la marque est peu révélatrice, et d'ailleurs elle m'intéresse beaucoup moins, peu révélatrice de la capacité des élèves à jouer collectivement. Elle peut être révélatrice de la capacité à battre le gardien, mais je pense qu'à un premier niveau, c'est pas ça qui m'intéresse, ou en tout cas, c'est pas ça que j'ai envie de retenir dans l'expérience que j'ai à faire vivre à mes élèves. Deuxièmement, et ça c'est un élément important dans l'activité handball ou dans les sports collectifs d'une manière générale, en lien avec les modalités de double score par exemple qui existent, il me semble que la marque, elle peut vraiment être considérée comme un objectif dissocié de la performance collective. Et aujourd'hui, se centrer sur la performance collective, c'est bien entendu pas uniquement se centrer sur le nombre de buts marqués. Et pour faire le lien avec l'étape 3, je dirais que donc, le tir peut être considéré, et vous verrez, c'est ce que Guillaume va vous présenter, comme une condition d'accès à la performance collective, parce que révélateur des capacités de l'équipe à s'organiser, mais aussi comme une condition d'accès à la performance individuelle. Il nous reste 5 minutes, tu n'as pas vu. Donc effectivement, sur la dernière étape, donc l'étape 3, et ensuite on n'aura plus que 2 diapos, sur l'agir ensemble, à travers justement une validation des niveaux de tireurs. Alors certes, encore une fois, on a fait le choix pour cette étape 2, Teddy vous l'a présenté, d'entrer par des indicateurs collectifs autour du projet de jeu collectif, pour justement essayer, dans une certaine mesure, même si tu parlais de failles ou de limites de certains dispositifs, pour tenter en tout cas de contrer les comportements individualistes de nos élèves. Mais en même temps, on s'est posé la question et on a un collègue qui n'est pas là ce soir mais qui est membre du CREEPS, donc c'est Lucas, qui a testé ce dispositif là que je vais vous présenter pour tenter justement de coupler ces deux aspects, donc le projet de jeu collectif mais également donc l'efficacité au tir à un niveau individuel. L'enjeu justement c'est pouvoir croiser ces deux critères. Croiser ces deux critères et dépasser la juxtaposition. Un peu ce enfin moi en tout cas je fais très souvent, évaluer d'une certaine manière l'efficacité individuelle et de manière déconnectée, juxtaposer l'efficacité collective. Donc on a essayé de trouver justement un critère, un dispositif pour croiser ces deux aspects. On a fait le choix, donc comme tu le disais, d'entrer par des niveaux de tireurs, donc des niveaux de tireurs handball, mais dans ce dispositif on va vous présenter une attaque rapide. Bien évidemment, ce dispositif, on peut également l'envisager pour une attaque placée, en changeant les critères, mais on a mis cette focale, en tout cas, sur l'attaque rapide pour être le plus simple possible. On parle, en tout cas, selon nous, de niveau atteint. Alors, on peut parler de compétences, de niveau, d'étape, de niveau atteint par le tireur, dans un premier temps, mais également validé par l'équipe.
donc un niveau validé individuellement, mais également un niveau collectif. Donc je présenterai dans la diapo suivante. Le petit tableau donc, est assez simple. Nos élèves donc, en situation, ils sont évalués de manière individuelle en fonction de leur niveau atteint au niveau du tireur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 points, mais ils sont également évalués à un niveau collectif, donc en fonction du niveau validé par l'équipe tout entière. Donc là, on est parti sur 6 élèves. Pascal, tu partiras sur 4. Mais bien évidemment, les points, on peut les changer, ça ne pose aucun souci. Donc 5 points sur l'aspect individuel, 5 points sur l'évaluation collective. Un niveau atteint par le tireur, un niveau individuel, mais également un niveau validé par l'équipe. Donc l'évaluation collective. Un tableau très simple. Donc on a mis des petites couleurs. Alors ça, c'est nos origines cristoliennes qui nous amènent à partir du rouge pour aller vers le vert. On est parti donc sur ces 5 critères avec nos joueurs de haut niveau, là, nos 6 joueurs. Donc dans le cas d'une attaque rapide, je donne un exemple très simple. Donc je répète, l'élève est évalué à un niveau individuel. Il peut atteindre donc le 5e niveau, être capable de tirer seul en mouvement et placer son tir. Donc si individuellement, il est capable de valider ce niveau dans la séance lorsqu'il le réussit 3 fois, donc un tireur valide son niveau lorsqu'il réussit individuellement 3 fois dans une séance. Alors on pourrait discuter le nombre, en tout cas 3 fois sur un match, nous ça nous paraît vraiment trop ambitieux, mais sur une séance, en tout cas, mais c'est plus le principe qu'il faut comprendre. Donc au niveau des critères, mais l'équipe, donc un niveau collectif, valide un niveau. Donc mes 6 joueurs ici, mes 5, mes 4 joueurs valident le niveau. Donc un niveau par exemple orange, on va prendre l'exemple orange, tir face à la défense. L'équipe valide ce niveau lorsque 4 tireurs sur 5 ont validé. Ou lorsque 5 tireurs sur 6, lorsque 3 élèves sur 4 ont validé. En tout cas, bien évidemment, il faut une dominante, en tout cas une majorité dans cette équipe au niveau du rapport, du ratio, tu parlais de ratio. Et dans un dernier temps également, donc c'est le tableau que j'ai mis là en orange, mon équipe valide un niveau mais moins 1, donc exemple, je suis au niveau 4, je suis capable de me placer pour tirer seul et placer mon tir. Je valide un niveau moins 1, donc se place pour tirer seul, si 3 tireurs sur 5 ont validé le niveau. Donc encore une fois, l'intérêt pour nous justement, et Lucas il a testé ça donc avec ses élèves de Créteil, il m'a dit que ça marchait plutôt bien, donc il m'a dit que je devais faire la pub justement pour son dispositif. L'idée justement c'est amener nos élèves à faire le bon choix. Donc notamment ce qu'il observe c'est des élèves capables de fixer, libérer pour justement un élève peut-être mieux placé. Donc plutôt se centrer sur une passe décisive et bien évidemment ensuite l'atteinte de la cible et peut-être la marque. Mais vous avez bien compris, pour nous c'est pas le plus important. Donc encore une fois, voilà, une évaluation individuelle très simple. Alors ce tableau il est pour l'enseignant. On peut aussi l'envisager pour l'élève. Peut-être que 5 critères c'est un peu trop compliqué toi pour tes élèves de collège. Moi peut-être en lycée c'est davantage envisageable. Mais en tout cas voilà, des critères individuels croisés avec une validation d'équipe. Donc par exemple ici, valider un niveau, donc 4 tireurs sur 5, qui nous permet en tout cas selon nous d'engager nos élèves sur une logique collective, mais sans être démagogique et sans oublier aussi leur talent individuel. Dernière diapo, dernière minute. Alors on va essayer d'être bref et succinct. Concernant la première remarque, le processus de didactisation et considérer le vivre ensemble comme un objet d'enseignement authentique, ça revient à dire que déjà le vivre ensemble, on l'a dit, il se construit au quotidien. Ensuite, que le vivre ensemble, il est complexe, il est diffus, il est difficilement palpable. Et pour cette raison, il y a nécessité de le structurer, ou du moins de structurer les étapes qui participent à sa construction. Le vivre ensemble, il peut se décliner, de notre point de vue, à travers un double objectif, qui serait d'une part de faire de l'école un lieu de socialisation authentique, à travers justement la pratique sportive et de vivre une socialisation en acte. Et à un deuxième niveau, peut-être, d'impacter le climat de classe favorablement, de façon à pouvoir réduire aussi, à travers ces perspectives collectives globales, le nombre de déviances, le nombre de mauvais comportements. Notre conviction, c'est qu'en plaçant la focale sur des indicateurs concrets du jeu, on amènera d'autant plus les élèves à être capables de s'engager collectivement et on sera peut-être plus en mesure de pouvoir construire avec eux un projet qui soit fédérateur. Concernant le balisage du parcours de formation, ça rend compte d'une réflexion actuelle concernant les programmes. On sait qu'on a des programmes qui sont actuellement sous-prescriptifs et de notre point de vue, il est nécessaire de pouvoir s'engager
dans cette forme de sous-prescription pour pouvoir s'emparer des programmes et pour pouvoir s'emparer de ces espaces de liberté qui nous sont laissés, de façon à pouvoir véritablement baliser, structurer un continuum de formation qui soit pertinent, qui soit riche du point de vue des expériences à faire vivre aux élèves. Ces expériences, comment est-ce qu'on peut les amplifier? Eh bien, par exemple, et c'est le choix que nous on fait, enfin Guillaume certainement en football, il pourra y revenir, mais en stabilisant les équipes, de façon à ce qu'il y ait une entité équipe, et de façon à ce que les groupes soient stables. Un groupe stable, c'est un groupe qui vit ensemble, c'est un groupe qui partage un certain nombre de valeurs, et c'est un groupe qui apprend à se connaître. Et ça c'est important, parce que pour vivre ensemble, il faut apprendre à se connaître. En faisant le choix aussi peut-être d'aligner certaines classes sur des créneaux communs, de façon à ce qu'à la fin d'un cycle, on puisse avoir un rituel, tel que le tournoi par exemple, qui permettent aux élèves de s'affronter et qui permettent aux élèves de marquer des points pour leur classe. C'est placer finalement l'identité classe au service de la construction d'un projet qui soit un projet éducatif à mener pour les élèves. Et ça, je pense que c'est encore une fois faire vivre aux élèves des expériences qui soient authentiques, qui soient marquantes et qui soient gages, on l'espère en tout cas, de transformation. Le vivre ensemble, donc on a parlé pas mal de jeux, de jeux collectifs. Selon nous, il se traduit également, et en tout cas il se vit à travers justement des débats d'idées, donc des temps d'interaction, des temps de concertation. Et selon nous justement, et on parlait du milieu fédéral, il peut être intéressant justement d'utiliser le temps mort, et peut-être d'utiliser davantage le temps mort, en balle mais en sport collectif plus largement, pour justement passer, ce que j'ai mis sur le diapo, d'un élève qui ne trouve pas de solution seul dans le jeu, à un élève justement qui trouve des solutions mais ensemble. Alors j'ai parlé d'élèves en résolution, justement. Alors c'est un petit plagiat d'Orange. En tout cas, tirer bénéfice d'une certaine manière du temps de concertation, mais encore une fois, de manière structurée. Donc avoir un temps de débat d'idées très court, donc 2 minutes maximum. Ne pas simplement avoir un guidage de l'enseignant tout le cycle, donc laisser aussi une part d'autonomie à l'élève, quitte à se tromper. Ne pas laisser simplement la parole au leader positif, au leader expert dans l'activité, parce que très souvent ce qu'on observe c'est que ce sont ces élèves qui prennent la parole dans ces temps morts. Et selon nous, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais en football, mais je pense qu'on peut le voir aussi en balle, à l'échelle du cycle, l'idée serait de permettre justement et progressivement d'amener nos élèves à choisir eux-mêmes le temps mort. Donc passer d'un temps mort imposé par l'enseignant, en fonction bien sûr d'objectifs d'apprentissage, on parlait de temps de débat d'idées bien structuré, à progressivement un choix délibéré de nos élèves en fonction du rapport de force adverse, en fonction du score de match, pour véritablement donc s'adapter au rapport de force adverse et pas à la fin du match et à la fin du score. Et dernier élément, on a parlé un peu en tout cas de la gestion de la mixité filles-garçons. Et moi j'aimerais reprendre justement, et c'est ce que j'ai mis sur le diapo, une phrase d'Annick Davis, certes féministe mais en EPS, mais pour nous, qui nous guide assez dans les activités d'affrontement individuel et collectif. Ce qu'elle dit, c'est que si à l'école les filles ont un monde à gagner, à apprendre justement l'affrontement régulé, l'affrontement régulé c'est jouer contre, donc elles ont un monde à gagner. Les garçons à l'inverse, ils doivent souvent y apprendre à perdre. Et c'est souvent ce qu'on observe sur le fait justement d'apprendre à perdre, parce que le vivre ensemble, c'est aussi à travers cet objectif, pour amener nos élèves justement à vivre ce vivre ensemble, à vivre cette finalité autour aussi de l'égalité des chances, parce que l'égalité des chances en sport collectif, c'est justement la réversibilité des situations, de gagnants mais aussi de perdants. Donc c'est accepter de gagner mais aussi parfois de perdre. En tout cas, et j'aimerais terminer justement sur cet enjeu, et, avant de laisser la parole à Pascal. Pour nous, les élèves justement garçons ont un objectif, donc apprendre de la défaite. Et là, je prendrai une phrase de Nelson Mandela justement qui dit bien, donc c'est une phrase connue, qui dit bien je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est bien cette idée que même dans la défaite, on peut apprendre. Et selon nous, justement, l'enjeu, c'est dépasser le simple score des matchs, dépasser justement ces comportements face à la défaite et véritablement se centrer sur les apprentissages de nos élèves, garçons ou filles, et ensemble. Merci pour votre attention.